séminaire de lecture chrétienne, où nous mettons en correspondance les textes de Freud et de Lacan. La première séance, les deux premières séances, il était question de l'objet d'une façon directe ou indirecte. La première, c'était les pulsions, où il y avait le texte de Freud de 1915 et puis le séminaire 11 de Lacan. La deuxième séance, c'était le narcissisme de Freud, et puis de 1914, et le séminaire 4, la relation d'objet. Donc c'était le sujet et l'objet. Cette fois-ci, il sera moins question de l'objet. On va parler du moi. Que chez Freud, le moi, c'est une vraie guerre civile, hein, en guerre contre le surmoi, contre le ça, pris par représentant de la réalité. Et puis vient Lacan qui donne une autre touche et qui met un reflet, met un miroir dans cette histoire de façon à créer un reflet. Alors bon, c'est vous qui allez parler de tout ça. Moi, je vais me faire. Après, ce qui concerne ça et moi. Et je vous présente, même si peut-être vous connaissez déjà, Jacques Bory, psychanalyste à Lyon, Alexandre Stevens, psychanalyste à Bruxelles. Si je ne me trompe pas, vous avez été le premier président de votre école, la MLS, en 2002, 2003, 4 2002. 2002. C'est juste. Enfin, c'est pas exactement. Le premier président, c'était Graciela Brodsky, mais il était en Argentine, et bien moi j'étais vice-président. Faisant fonction, c'était le premier président. C'est ça. Le premier vice-président de la MLS. On a travaillé beaucoup avec vous. Et puis les textes que vous allez commenter, c'est Le moi et le ça de Freud de 1923, où il avait 57 ans, si mes comptes sont bons. Et puis les psychoses, le séminaire 3 de Lacan, 1956, parce qu'il avait 55 ans. Donc cette fois-ci, Freud est plus âgé que Lacan, parce qu'au début c'était le contraire. Alors, avant de vous passer la parole, ce sera Marlène Belilo qui va dire quelques mots concernant le séminaire 3. Oui, en fait, ça va être quelques mots concernant les psychoses chez Lacan, un article que j'ai trouvé, dont je voulais vous lire quelques passages. Et je voulais également mettre ça en rapport avec la réalité d'ici, la réalité lausannoise. Alors, en vous citant ce fameux slogan qui avait animé Lausanne-Bourges, qui s'appelait et qui disait « Rasons les Alpes qu'on voit la mer ». Donc on avait mis la barre, les jeunes de Lausanne avaient mis la barre assez haut, hein, dans l'idéal, on peut dire. Et en fait, ce qui m'avait intéressé, c'est que quand le mouvement était retombé, certain nombre de ces jeunes gens qui n'étaient plus effectivement de la foule et avec cet idéal pris dans ce mouvement, sont retombés en fait au un par un devant un réel pour chacun, pour certains, insupportable. C'est ainsi que je viens d'apprendre, et c'est pour ça que je voulais vous en dire un mot, qu'un ami qui était un médecin valaisan et qui avait beaucoup œuvré pour la légalisation du cannabis, est mort, là. Et il est mort, en fait, vous voyez, il n'y a pas de hasard, il est mort en deltaplane, pour quelqu'un qui planait avec son cannabis, voilà. Un autre jeune homme qui s'était occupé de la garderie du mouvement et qui s'occupait des petits jeunes, des enfants, des jeunes du mouvement, une fois le mouvement retombé, s'est illustré dans un fait divers absolument atroce.
Il a été celui qu'on a appelé le violeur de Montchoisy et il terrifiait des jeunes filles dans les cours d'immeubles. Un autre encore qui avait une jeune fille qui adorait en fait les animaux. Une fois le mouvement retombé aussi, a eu un enfant et a violenté en fait cet enfant alors qu'elle était très, très portée sur les animaux, sur les protéger, tout ça. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a cet envers et cet endroit, une fois sorti du mouvement, bon, donc Freud dira quelque chose dans Psychologie des masses et analyse du monde. Et là, une jeune productrice de films, et ça vous verrez ça sûrement à Lausanne, m'a raconté qu'elle vient de faire un film sur les jeunes punks du mouvement et qui disait en fait dont la morale était nos futurs et qui maintenant en fait se retrouve mère de famille. Voilà, donc en fait on peut dire effectivement quand la sublimation qui a été dans ce mouvement est retombée, il y a eu pour certains effectivement ces passages à vide. C'est vrai que le mouvement perpétuel pour guérir les gens c'est un peu difficile. Mon analyste Génie Lemoine souhaitait ce mouvement perpétuel, même dans l'institution analytique, pour éviter les perversions de l'institution. Alors, bon, Renato a dit effectivement ce qu'il en est de ce texte qui paraît, donc le moi et le ça, ce texte de Freud qui paraît après, au-delà du principe de plaisir et psychologie des masses, pour moi. Donc 1923, communément ce qu'on appelle la deuxième topique de Freud, et ce que Freud nous dit, effectivement, le maître sera serviteur de 3 maîtres, et il subit 3 dangers du monde extérieur, de la libido, du ça et de la sévérité du surment. La psychanalyse est un outil qui doit donner au moi la possibilité de conquérir progressivement le ça. Pour Lacan, le sujet advient, là où était le ça, le je dois advenir. Alors, j'ai trouvé un article où Lacan est interviewé en 1968 dans une revue qui s'appelle Tonus et où on lui pose la question: quelle est la différence entre névrose et psychose? Lacan. Celle que vous trouverez dans n'importe quel manuel de psychiatrie. La cure psychanalytique peut-elle guérir une psychose? Oui. Depuis 15 ans, vous tenez un séminaire à Sainte-Anne, puis à l'école normale. Pendant les 2 premiers trimestres de votre année d'enseignement 55-56, vous avez examiné le traitement de la psychose. Vous avez reproduit le plus important de ce que vous avez donné de ce séminaire dans un article paru dans vos écrits sous le titre d'une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose. J'examine en effet la question de savoir si la psychanalyse est articulable à la psychose. Un demi-siècle de freudisme appliqué à la psychose laisse son problème encore à repenser, autrement dit, au statu quo ante. Voilà. Je vais arrêter là. Je vous renvoie cet article que vous trouvez, et je crois, enfin, je l'ai vu nulle part ailleurs, vous le trouvez en fait facilement sur Internet, en tapant Tonus. Et c'est une revue où Lacan donc intervient sur ce sujet. Alors bon, il développe, mais je pense que le mieux c'est de donner la parole à Alexandre Estévez, qui va développer. On est très content d'accueillir ces 2 personnes qui sont très occupées et qui sont vraiment vont vous développer ça. Le moi et le ça. Alors, tu proposes qu'on commence par Puis ce sont mis d'accord. Voilà, ok. L'idée c'est de faire un exposé de 15 minutes plus ou moins, rapide du texte, et puis ensuite on continue sous forme de conversation, aussi avec la salle qui posera des questions ou des commentaires. Merci. Oui, 15 minutes, pas de problème.
Le problème, dès lors qu'il s'agit de resserrer un texte qui est assez ardu, mieux on arrive à le resserrer, plus il est clair. N'est-ce pas? Et donc, c'est un texte de Freud qui construit la deuxième topique, comme Marianne Widos vient de le dire, au tournant des années 20, c'est-à-dire après le moment où il a inventé la pulsion de mort avec l'au-delà du principe de plaisir. C'est ce moment-là qui opère une bascule dans l'œuvre freudienne et qui fait que toute sa métapsychologie est à reprendre. Et donc ce texte-ci est vraiment un texte où Freud cherche à prendre au sérieux les conséquences de ce qui s'est imposé à lui comme pulsion de mort. Et donc, il cherche à le prendre au sérieux pour refaire sa métapsychologie. Et on passe donc dans une autre topique que la topique précédente. Topique, c'est-à-dire, là, on seront plutôt des topologies, mais topique, c'est, disons, une organisation logique plutôt que spatiale, n'est-ce pas, mais d'allure spatiale, mais qui est en fait une organisation logique. Et donc, je reprends ça en trait majeur du texte, surtout par rapport au moi, parce qu'un développement moi, ça sur moi, et les pulsions dans ce texte. Et en essayant, je vais essayer, je le reprends en essayant de mettre en tension, et en même temps de montrer comment ça coule en même temps de l'un à l'autre, en tension, le texte de Freud, avec la relecture qu'on fait Lacan. C'est-à-dire, on voit bien comment Lacan trouve dans le texte de Freud les éléments de la relecture qu'il fait, tout en déplaçant certaines particularités. Alors, je vais prendre ça en plusieurs points. Premièrement, le moi ne fait pas l'unité de la personne. Ça, je dis, c'est important parce que il y a toute la déviation post-freudienne, essentiellement du courant égo-psychologique qui aujourd'hui n'existe quasi plus, mais dont le relais a été pris par les techniques cognitivo-comportementales. On peut voir une filiation du mouvement égo-psychologie et des techniques cognitivo-comportementales aux États-Unis. Mais ce mouvement psychanalytique de l'égo-psychologie contre lequel Lacan s'est battu avait une tendance à considérer le moi comme l'instance majeure de la personne, n'est-ce pas? Ce que ne fait pas Freud. Le moi ne fait pas l'unité de la personne. Il est vrai, essentiellement en rapport avec... Donc Freud a des instances qu'il avait construites, n'est-ce pas? Et notamment l'instance perception-conscience. Disons, pour rester simple, l'instance conscience. Ce qui est conscient dans le rapport à la réalité extérieure et au monde extérieur, mais aussi aux sensations du corps propre. Ce qui arrive à la conscience. Et ce qui arrive à la conscience n'y reste pas en permanence, ce qui nous donne d'ailleurs une première sorte d'inconscient descriptif, dit Freud, qui est simplement le fait qu'on oublie sur le moment une chose, on n'y pense pas tout le temps, c'est le préconscient. Mais dès que cette chose est réactivée, elle redevient aussitôt conscience, rien ne s'y oppose. Et donc conscience, perception et préconscient forment au fond, on peut les détailler, mais forment au fond un ensemble, n'est-ce pas? Et le moi est essentiellement, trouve son noyau dans cet ensemble-là. mais pas totalement. Et donc, vous avez plusieurs phrases dans le texte de Freud disant qu'évidemment, ça ne fait pas une unité. D'ailleurs, si c'est l'apanage du moi qui se trouve dans la conscience, du côté de la conscience et du préconscient, ça n'est pas la totalité du moi qui s'y trouve. Ça, c'est une première remarque importante à faire sur laquelle je vais revenir. C'est-à-dire qu'il y a une part du moi qui ne relève pas du préconscient ou du conscient. Freud s'oppose à l'idée d'unité des instances sous le régime du moi. Je vous lis la phrase au passage parce qu'elle s'oppose à toute relecture philosophique qui chercherait à... philosophique ou psychanalytique. n'est-ce pas, des psychanalystes qui cherchent à faire un ensemble, un tout, n'est-ce pas, qui chercherait au fond à reprendre ça du côté d'une unité de la personne, ce que fait par exemple Sartre plus tard que ce texte avec son concept de la mauvaise foi. Où il cherche finalement, eh bien vous avez ça ici, les philosophes nous proposeraient alors de décrire le préconscient et l'inconscient comme deux espèces ou deux degrés du même psychoïde. Au fond, le terme là est de Freud, mais après tout, ce psychoïde pourrait être le moi. Et l'unité serait faite. Eh bien, pas du tout du Freud. La psychanalyse s'oppose à ça. C'est même d'ailleurs son chibolette, son mot de passe. Ça s'oppose à ça parce qu'il y a l'intention.
il y a une chose en plus, c'est pas seulement donc que le moi ne fait pas l'unité de la personne qui n'existe pas, mais c'est aussi que le moi ne domine pas l'appareil psychique. Je vous le dis, je le cite de mémoire, page 223, le moi ne domine pas l'appareil psychique. J'interprète. Ça veut dire que l'intention n'est pas première. Ça, on peut écrire? Non, c'est pas écrire. On va écrire mentalement. L'intention n'est pas première, c'est-à-dire, n'est-ce pas? Non, mais je ne sais pas. Ah si, c'est là. Bien vu. La lecture lacanienne de l'inconscient, fondamentalement, et du sujet de l'inconscient, et de ce qui est l'intention. Il n'y a pas d'intention, il n'y a pas d'intentionnalité qui compte, parce que l'intention est secondaire. Il y a d'abord un signifiant qui est sorti, le signifiant d'un lapsus, qui aussitôt est interprété, et c'est dans le deuxième temps qu'il apparaît que donc il y avait un sujet qui voulait dire quelque chose. C'est ça le sujet comme conséquence, comme déduit du signifiant. Eh bien, chez Freud déjà, alors Freud ne va pas jusque-là, il ne situe pas le moi, ou le moi, disons l'intention comme déduite du signifiant, mais elle n'est pas première. Ce que confirme d'ailleurs une autre citation du même texte, page 237 de mon édition, qui est l'édition Petite Bibliothèque Payot des essais de psychanalyse, qui date de quelques années. Ça se trouve un peu après le schéma central du livre. Je vous le lis. De même que le cavalier, s'il ne veut pas se séparer de son cheval, n'a souvent rien d'autre à faire qu'à le conduire où il veut aller. Pas le cheval, mais le cavalier. Eh bien, de la même façon, le moi a coutume de transformer en action la volonté du ça, comme si c'était la sienne propre. Alors ça, c'est quand même dire clairement, n'est-ce pas, qu'il y a une volonté du ça, un vouloir dire ou un vouloir jouir du ça, et que le moi, au fond, n'est fait qu'essayer de conduire cette volonté vers un port qui lui convient mieux. Ça situe bien que ce n'est pas dans une dynamique du moi conscient qui pense ce qu'il voudrait et qui a une intentionnalité. Bon. Donc le moi n'est pas l'unité de la personne et n'est pas non plus une intention première. Mais il y a néanmoins dans le texte, j'ai dit je mettais en tension, il y a néanmoins dans le texte des phrases qui donnent au moi une place majeure que Lacan ne lui donnera pas. C'est par exemple, le moi est une organisation cohérente. Quand Freud dit ça, il donne au moi une puissance, c'est certain. Deuxièmement, et c'est beaucoup plus important, je vous lis cette phrase, page 271, je parle suisse un peu. C'est parce que je suis belge. Donc, page 271. La psychanalyse, alors écoutez bien, c'est majeur ça. La psychanalyse est un outil qui doit donner au moi la possibilité de conquérir progressivement le ça. Ça, c'est aux antipodes. Si on le prend littéralement, c'est aux antipodes de la position lacanienne, n'est-ce pas? C'est même exactement, ça veut dire la même chose que cette fameuse scandaleuse traduction de Marie Bonaparte de la petite phrase « Wo es war, soll ich werden ». Pour ceux qui connaissent l'allemand, ça veut littéralement dire « là où était ça doit advenir je ». Je ne vais pas commenter la phrase, mais Marie Bonaparte traduit ça dans la première traduction en français de façon inouïe. Le moi doit dominer le ça. C'est ce qu'on appelle une traduction libre. Eh bien, c'est vrai, c'est une traduction libre. C'est une traduction fausse, et néanmoins, on voit que ça peut prendre appui sur certaines phrases de Freud. Et on voit que l'interprétation faite par l'IPA trouve appui sur certaines phrases de Freud. Sauf que je reviens sur cette phrase après avoir développé un autre aspect. D'accord ? Deuxième point, le moi n'est pas que conscient. Si on prend même le côté conscient du moi, si on veut essayer de saisir ce qu'est le moi en tant qu'organe de la conscience et du préconscient,
Eh bien, dit Freud, alors c'est le moi corps. Et il le dit explicitement, à la page 238, le moi conscient est avant tout un moi corps, c'est-à-dire un moi corporel. Là, il fait une petite référence à l'homoncule cérébral qui ne plairait pas trop à Lacan, mais en ajoutant que l'homoncule cérébral, il faut bien voir qu'il regarde vers la zone du langage. Ça plairait plus à Lacan. Là, j'indique les choses comme ça. Quand il dit moi corps, au fond, il est au plus près de dire ceci. Le moi est un moi qui organise l'image du corps, qui organise pour le sujet. Au fond, c'est parce que c'est un organe de la conscience qui est en rapport avec le sentiment de son corps. Et c'est en rapport donc essentiellement avec une image, n'est-ce pas? L'image et le sentiment de son corps, ce que Lacan va appeler l'imaginaire. Et au fond, c'est ce que Lacan va développer dans le stade du miroir. C'est le moi comme moi-corps, comme image du corps, qui d'ailleurs est tout de suite image de l'autre. Chez Lacan, chez Freud aussi, vous verrez. Deuxièmement, donc dans le moi n'est pas que conscient, ce qui est conscient est le moi-corps, ce qui n'est pas conscient du moi, chez Freud toujours, c'est qu'une part du moi est inconscient. Donc, disons ceci, son noyau est dans l'ordre du préconscient et du conscient comme moi-corps, comme sentiment d'unité de l'être. Si vous voulez, le moi, quand on dit moi-corps, image du corps, ça veut quand même dire tout bêtement que quand vous vous regardez dans le miroir ou quand simplement vous vous levez le matin sans vous regarder, vous n'avez pas l'idée que vous êtes quelqu'un d'autre qu'avant hier. N'est-ce pas? Et donc, et même 40 ans plus tard, vous n'avez pas cette idée. Et pourtant, vous pouvez être entre-temps un peu méconnaissable. Et donc, on a là le moi comme ce qui continue à se reconnaître, si vous voulez, au niveau de l'image. Là, il y a une dimension. Pardon, il y a une dimension imaginaire du moi qui n'en est pas moins importante, puisque c'est la dimension qui donne, au fond, un soutien de l'existence, un sentiment du vivant au sujet. Mais qui se limite à ça. Cependant, dit Freud, il y a une autre part du moi qui est inconscient. Son noyau, donc, est préconscient-conscient, mais il y a une structure, il y a deux structures, une part du moi qui est inconscient. Freud distingue d'ailleurs un inconscient descriptif, c'est le préconscient, n'est-ce pas? C'est ce qui n'est pas conscient en permanence dans la description. Un inconscient dynamique, ce qui est rendu volontairement inconscient par une instance qui ne veut pas accepter cela à la conscience, c'est le refouler, c'est l'inconscient dynamique. Et puis, ajoute Freud, il y a un inconscient structural, c'est une part du moi est inconsciente. J'ai participé il y a un certain nombre d'années, c'est-à-dire au début des années 80, au séminaire qui s'appelait 2DEA, que faisait à l'époque Jacques-Alain Miller. On était une vingtaine au début de ce séminaire 2DEA, et on a fait l'étude du texte Le moi et le ça. Donc j'ai quelques souvenirs de ça qui me facilitent la tâche aujourd'hui. Et je me souviens bien que Jacques-Alain Miller avait proposé ceci à cette occasion. Je ne sais pas si ça se trouve écrit quelque part. Mais ce moi inconscient chez Freud, on peut y voir, sinon vraiment le sujet lacanien, mais on peut y voir au moins quelque chose qui est assez proche de ce que Lacan va formaliser dans sa dimension du sujet. Ce moi inconscient structurellement chez Freud. Le moi, chez Freud, plonge aussi ses racines dans l'inconscient, pas ses racines, mais plonge ses mains, disons, dans l'inconscient, dans le cambouis de l'inconscient, puisqu'il est en lien avec le ça et le surmoi. Je vais prendre ça un instant. Donc le moi, par ailleurs, se constitue aussi par une série d'identifications successives. Le moi corps ne bouge pas, mais le moi, c'est aussi le caractère. Et la série des identifications, et Freud va parler dans ce texte-ci, mais il va en parler plus clairement encore dans d'autres textes, des identifications aux objets perdus, n'est-ce pas? Une femme a été amoureuse d'un homme, il le dit, c'est spécialement vrai pour les femmes. Je ne suis pas sûr qu'il ait raison, mais je vous le dis comme il le dit. Une femme a été amoureuse d'un homme, après, quand elle le perd, elle récupère une partie de l'objet
dans le moi comme trait d'identification. Et, ajoute-t-il dans un autre texte, on peut d'ailleurs au cours d'une analyse faire l'opération de peler la série des identifications successives comme des pelures d'oignons, qui sont venues ainsi habiller le moi. Ça aussi fait partie, bien sûr, d'une part, du moi, au fond, qui finalement plonge assez proche du ça, c'est-à-dire du côté des objets, dont on parle quand même un peu aujourd'hui. Alors, comment, troisième point, j'ai dit je prenais 4 points, je suis un peu loin de délai. Troisième point, comment rendre conscient l'inconscient. Très intéressant ce passage-là dans le mot et ça. L'inconscient se rend conscient par les représentations de mots, dit Freud, c'est-à-dire par les signifiants. Comment rendre conscient l'inconscient? Eh bien, par le travail des signifiants. Ça, c'est dans Freud, excepté le mot signifiant. Du séminaire du DA, je me souviens de ceci, une remarque faite par quelqu'un, probablement Jacques-Alain Miller. Au fond, c'est ce que Lacan va reprendre, lui, entièrement dans ses premiers textes, sous le terme d'historisation. Et vous avez ça dans les textes de Lacan, du début de Lacan, notamment dans ce texte sur l'histoire, comment ça s'appelle, le mythe individuel du névrosé. Voilà. N'est-ce pas? Là-dedans, vous avez bien, et ici, et dans le séminaire 3 aussi, n'est-ce pas? Le travail de l'historisation, et d'ailleurs, ça, c'est le travail clinique que nous faisons, n'est-ce pas? À chaque fois, d'abord, qu'il y a quelqu'un qui psychose comme névrose, n'est-ce pas? Ce travail qui consiste, alors nous, on ne dit plus à rendre conscient, n'est-ce pas? Mais ce travail qui consiste à permettre au sujet, non pas de se constituer, mais de constituer son histoire, et constituant son histoire, de ce fait de se constituer comme sujet. Donc il y a une part inconsciente du moi, et une part inconsciente du moi qui participe à ce travail d'historisation. Alors la phrase que je disais tout à l'heure, scandaleuse, la psychanalyse est un outil qui donne au moi la possibilité de conquérir le ça. Je dis scandaleuse parce qu'elle a un côté, au fond, anti-lacanienne, mais aussi bien anti-psychanalytique à un certain niveau, puisqu'elle vient proposer une lecture, permet de penser qu'elle propose donc l'envers de ce que Freud disait au début du texte. Donc là, il se rangerait du côté des philosophes avec le psychoïde, qu'il faudrait qu'un psychoïde prenne le contrôle de l'ensemble. Ça peut se dire alors autrement, si on se dit que ce n'est pas le moi qui doit dominer le soi, le ça, mais cette part inconsciente du moi qui doit investir le ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ça peut s'entendre, je le propose, du côté, c'est une proposition personnelle, ça, du côté de subjectivation. Et qu'au fond, face au jeu des pulsions, des rencontres objectales, de tous les drames qui font une existence, de toutes les difficultés qui font une existence et qui, après tout, constituent le noyau de ce qu'on appelle le ça, et de ce qui nous remue. Face à ça, la proposition de la psychanalyse, c'est bien ça, ce malheur-là, cette difficulté-là, il faut que vous la subjectiviez. C'est-à-dire que vous en preniez la responsabilité d'en parler. La responsabilité au sens de en répondre. Et donc je propose que cette phrase-là, plutôt que de la prendre comme Marie Bonaparte, on accorde à Freud de la prendre du côté subjectif. Quatrième point, et ce sera le dernier, les valeurs morales. C'est le surmoi pour nous aujourd'hui. Le moi conscient est-il le garant des valeurs morales? Ce qui veut dire que le moi, qui par certains a été mis à cette place si éminente, d'être au fond un certain garant de l'unité de la personne, il est déjà garant de l'unité du corps, là-dessus nous sommes tous d'accord, serait-il garant des plus hautes fonctions de la nature humaine, c'est-à-dire les valeurs morales? Eh bien, Freud répond clairement non. C'est au contraire une autre instance qui, bien sûr, en partie s'isole à partir du moi, n'est-ce pas? Mais c'est une autre instance qui va prendre la garantie des valeurs morales. Cette instance, c'est le surmoi. Le surmoi se constitue par identification au père, dit Freud. Cette première identification au père. Identification première au père
c'est au père de la préhistoire personnelle, au père comme fonction. D'ailleurs, vous avez dans ce texte, pour ceux qui l'ont lu, relu, qui iront le lire demain, vous verrez dans ce texte un certain nombre de références que fait Freud qui ont l'air complètement étranges, bizarres aujourd'hui, à l'Antiquité, même la préhistoire humaine, et même d'ailleurs la phylogénèse, n'est-ce pas? Puisqu'il fait des références à l'ontogénèse, c'est-à-dire que l'ontogénèse, c'est le développement de l'embryon, mais il prend le terme ontogénèse du côté du développement de l'humain, et il renvoie ça à la phylogénèse du côté du développement de l'humanité, n'est-ce pas, des grands singes à nous. C'est ce qu'on appelle la phylogénèse. Pourquoi Freud, au fond, cherche à chercher des racines au surmoi dans les développements phylogénétiques? On pourrait se dire que c'est pas d'actualité, c'est un peu étrange. C'est très, à mon avis, ça a une raison très précise. C'est qu'en aucun cas, il ne s'agit d'une identification qui se limite au père de l'histoire personnelle, au sens où ça se limiterait à ça, où le père concret de chacun détiendrait les secrets de la fonction paternelle. Ces secrets-là sont au-delà de lui. Et cet au-delà de lui, c'est le père mort, c'est le père de Totem et Tabou, ce sont les mythes du père, c'est l'idée du père, mais c'est aussi donc ce que Freud l'a inscrit du côté de l'histoire du développement de l'humanité, pour justement chercher à inscrire là la fonction paternelle comme au-delà de chacun, n'est-ce pas, ce qui évidemment situe comment une fonction paternelle ne s'incarne pour chacun que dans sa propre névrose, à sa propre manière, jamais parfaitement, parce que de toute façon, personne ne la détient. Donc là, bon, l'origine de l'instance morale, c'est donc la première identification au père, mais c'est aussi le résidu du complexe d'Oedipe. Je développe ça en quelques instants parce que c'est intéressant par rapport à la psychose spécialement. Nous avons donc... non, je cherche si ça peut. Nous avons donc... nous avons donc, comme le propose Freud là, je le reprends, je schématise là le texte de Freud sur cette question de l'origine du surmoi et des instances morales, avec les références que j'ai donc du séminaire de DEA de Jacques-Alain Miller du début des années 80. Nous avons donc une première identification au père qui forme un surmoi précoce, le surmoi précoce de Mélanie Klein, qui a d'ailleurs toujours intéressé Lacan. Au début, et même avant le début, il y avait le père. C'est ça que ça veut dire, n'est-ce pas? En premier lieu. C'est-à-dire qu'on entre d'abord dans la culture. Il n'y a pas d'abord un développement naturel de l'être, il y a d'abord, vous pouvez prendre ça sous plusieurs aspects, mais d'abord le langage qui est déjà là. Et donc il y a d'abord un surmoi précoce. Il y a d'abord une première identification avec le père. Ensuite, il y a la traversée du complexe d'Oedipe. Et après cela, eh bien, il y a en effet la fonction paternelle qui peut se trouver installée pour chacun, la référence au père, la signification phallique, c'est les traits propres, disons, de la névrose, dans cette dimension où l'identification première au père a été retravaillée dans le complexe d'Oedipe et en laisse un reliquat, n'est-ce pas, sous la forme d'un surmoi paternel. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs qu'une partie du surmoi reste vivant, déréglé, si je puis dire. Mais il y a l'autre cas, celui où ce surmoi primordial de la première identification paternelle n'est pas retravaillé par le complexe d'Oedipe et laisse le sujet aux prises avec un surmoi obscène qui, à l'occasion, ne le lâche pas. Ça s'appelle des voix dans la psychose. Les voix dans la psychose, c'est les voix du surmoi. C'est les voix, si vous voulez, dans le schéma
schéma R de Lacan transformé en schéma I de la psychose. Voilà, je le dis, je donne la référence pour ceux qui connaissent le texte, je ne vais pas le commenter. Au fond, le surmoi se situe au point R grand M, n'est-ce pas? C'est-à-dire là où, en effet, il écrit les voix aussi dans son schéma sur le schéma I. Donc, on saisit à ça, cette dimension déjà tout à fait présente, n'est-ce pas, du surmoi que Lacan va appeler obscène et féroce, impératif de jouissance, tout à fait présent dans ce texte de Freud, qui dit il y a un double visage clinique du surmoi. Le surmoi vous dit à la fois tu dois être ainsi, c'est-à-dire comme ton père, et il vous dit en même temps tu n'as pas le droit d'être comme ton père. Et débrouillez-vous avec ça, n'est-ce pas? Dans ce paradoxe, ce qui nous donne, et je conclus là-dessus, ce qui nous donne donc finalement un ça amoral, encore que donc Freud a cette formidable phrase, l'homme moral n'est pas seulement beaucoup plus immoral qu'il ne le croit, mais aussi beaucoup plus moral qu'il ne le sait. Plus immoral qu'il ne le croit parce que toute sa moralité se fonde dans son inconscient et dans le ça, dans cette identification, dans l'amour pour le père, l'amour des objets, etc. Voilà ce qui fonde sa morale. Mais en même temps plus moral qu'il ne le sait, puisque en effet, bien que ça se fonde là-dedans, après tout ça se rappelle à lui sans arrêt comme règle morale. Et au fond, il y a donc le ça amoral, le moi qui fait des efforts pour être moral, je trouve l'expression jolie, et le surmoi qui peut devenir hyper moral et qui est alors aussi cruel que le ça. Le surmoi, instance de la moralité, qui est aussi la plus cruelle des instances et que Lacan situe comme le lieu de la jouissance, puisqu'au fond, ça donne ceci quand même, c'est que la jouissance, et ça c'est présent dans Freud, elle est du côté de la loi et pas nécessairement du côté de celui qui enfreint la loi. Elle n'est pas seulement du côté des pulsions du ça qui déborde, elle est aussi du côté du débordement de la loi. Et vous en avez des exemples dans l'actualité tous les jours. Moi, c'est celle qui m'a le plus frappé dans les dernières années, peut-être déjà un peu vieille, c'est évidemment comment le président Clinton avait été poursuivi par un procureur, au fond plus obscène que les pauvres obscénités qu'avait pratiqué Clinton lui-même. Au fond, on voit là l'obscénité du surmoi comme jouissance plus obscène, au fond, que les difficultés que chacun éprouve avec ses pulsions. Voilà, je vais arrêter là-dessus pour ce texte de Freud sur quelques points. Merci de votre attention. J'ai débordé un peu. 18 minutes et demie, ça va très bien. Ok. Alors, on passe tout de suite à Jacques Bory. Merci. Oui, Alexandre vient de parler du surmoi et de faire le lien avec la psychose, ça me paraît très juste. C'est pas par ce biais que j'ai pris les choses, par le biais du moi. Je crois que, en effet, ce surmoi, elle devient un instrument déréglé lorsqu'il incarne la pure règle du tu-dois. C'est ce que dit Freud d'ailleurs. Et il donne un exemple clinique en disant que le criminel n'est pas coupable de son acte, il pose un acte parce qu'il est coupable, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc cette inversion en quelque sorte de la logique de la faute me semble en effet très enseignante sur le statut de l'interdiction et de l'obligation, qui est au cœur même de la langue. Bon, c'est pas ce point que je voulais développer, mais je rebondis un peu sur ce que tu dis. Je crois que c'est très intéressant en effet de ce que vous avez proposé, c'est-à-dire de faire une lecture freudo-lacanienne, si on peut dire, autour de la question du moi, parce que c'est bien une question sur laquelle le retour de, comme vous le savez, Lacan a inauguré son enseignement d'un retour à Freud, et que sur ce point-là, il y a quelque chose d'essentiel à saisir, parce que c'est bien ce qu'ont saisi les post-freudiens contre Lacan, de soutenir au contraire la dimension moïque d'une certaine interprétation de Freud, pour aller contre celle que Lacan promouvait à l'époque. Or, il me semble qu'au contraire, on peut lire chez Lacan
pas seulement ce qu'on lit d'habitude, c'est-à-dire la mise en avant de la première topique, inconscient, conscient, parce qu'elle est homologue aux lois de la langue et donc qui permet de soutenir son point d'Archimède, l'inconscient structuré comme un langage. Mais, à côté de ça, toute une tentative parallèle de Lacan, parallèle mais qui se rencontre aussi à certains moments, pour soutenir l'autre versant de la psychanalyse, c'est-à-dire celui de la libido, on pourrait dire. Où passe l'énergie libidinale, la jouissance, dira-t-il plus tard, et bien entendu, à ce moment-là, la question qui vient est celle du corps, pour lequel il emploiera diverses constructions, comme celle de la pulsion, comme vous le savez, mais aussi, il me semble, celle de la question du moi. Et si on la prend par ce biais, ça change en effet tout à fait de l'autre interprétation qui sera faite à cette époque, du côté de ce que Alexandre vient de rappeler, la possible lecture de Freud, comme mettant l'accent sur le moi adaptatif. Donc vous voyez que ce point-là est crucial, et il me semble très important de montrer que l'enseignement de Lacan, même à cette époque, ne se réduit pas du tout à la mise en avant de la logique de la première topique, de l'inconscient, etc., des lois du langage, si vous voulez, mais qu'il met aussi bien l'accent sur la question du corps, de l'image et de la libido qui circule dans ce montage-là. Donc je crois que c'est ça que la lecture attentive du moi chez Freud permet d'orienter dans ce que Lacan nous apprend. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Pas seulement parce que ça a une valeur critique, de lecture, etc., voire une valeur théorique, si vous voulez, mais parce que ça a des conséquences dans la pratique. C'est toujours comme ça que ça nous intéresse, bien entendu. Conséquences dans la pratique clinique, par exemple, comment on va faire la distinction névrose-psychose, mais conséquences aussi sur la pratique analytique elle-même, sur quoi est-ce qu'on se repère dans notre acte, dans notre pratique. Et c'est autour de ça que cette question du moi me semble centrale, la façon dont Lacan la relie à cette époque, c'est-à-dire, on pourrait même dire au contraire, que Lacan a plutôt commencé par prendre les choses par ce biais, bien avant qu'il développe la conscience structurée comme un langage. Ce qui l'intéresse, c'est l'image, le corps, le stade du miroir en 1936, repris après la guerre, l'article sur l'agressivité en psychanalyse, qui aussi met beaucoup l'accent sur cette dimension imaginaire du lien à l'autre. Avant même qu'il ait théorisé, dans le discours de Rome, son point d'Archimède, la conscience structurée comme un langage. Donc je crois que c'est très important de ne pas... Donc pourquoi? Parce que les post-freudiens disent, nous on s'appuie sur la deuxième topique, pensant que la deuxième topique, c'est-à-dire moins ça sur moi, permet d'interpréter la cure analytique, non pas au niveau simplement de l'inconscient, c'est à l'époque où on commence à critiquer la seule lecture de l'inconscient en disant c'est un travail d'intellectualisation, nous on s'intéresse beaucoup plus à des choses plus pragmatiques, etc. Et donc en mettant l'accent sur le moi conçu comme instrument d'adaptation, le système perception-conscience qu'a rappelé Alexandre, alors que Lacan met l'accent au contraire sur la dimension du moi d'une autre manière. Alors, en effet, la question, c'est bien, pour nous, comme toujours dans la psychanalyse, il y a le versant du sens, de qu'est-ce que ça veut dire, bien sûr, de l'inconscient, mais il y a aussi le versant de où ça jouit. Où ça jouit, et c'est là que la question du corps est posée. Eh bien, il me semble, et Freud, dans l'article sur le moi et le ça, s'intéresse à ça, même s'il ne le formule pas dans ces termes, en posant la question, comme Alexandre l'a rappelé tout à l'heure, du moi comme surface de corps. Ça me semble le point le plus crucial. Si le moi est pensé comme il dit même projection d'une surface, c'est vraiment impensable si ce n'est pas dans le registre de l'image, ça nous donne donc l'idée qu'il y a quelque chose d'un rapport du sujet avec son image qui est crucial. Alors, Lacan insiste aussi sur un point, on l'a à la page, dans la question préliminaire, la page 567, je vais vous lire juste le passage, où il dit ceci. Évidemment, je ne suis pas à la bonne page, non, j'y suis. Lorsqu'il évalue la question dans le délire de Schreber, de l'orientation que Freud traduit en termes d'homosexualité. C'est que Lacan a critiqué un peu cet commentaire que fait Freud en
critiquant le fait que ce soit l'homosexualité qui soit centrale. Et Lacan explique que Freud fait ce commentaire, donc quand il publie Schweber en 1911, avant donc, pas seulement le moi et ça, pas seulement au-delà du principe de plaisir 1920, le tournant dont on a parlé tout à l'heure, mais avant quelque chose d'encore plus important à mon avis, cette défaillance, c'est ce que critique Lacan chez Freud, cette défaillance à sa raison dans la nécessité, soit dans le fait que Freud n'avait pas encore formulé l'introduction au narcissisme. 1914, vous en avez déjà parlé de l'introduction au narcissisme, mais si vous me permettez, je m'en sers, parce qu'il me semble que c'est là le nœud qui permet de saisir pourquoi le moi, à ce moment-là, peut être lu dans la dimension que j'ai indiquée, c'est-à-dire en mettant l'accent sur la question du corps et de la surface, parce que c'est l'introduction au narcissisme en 1914 qui permet de donner cette valeur narcissique au corps lui-même. Je vous rappelle simplement les deux thèses centrales, il me semble, d'introduction au narcissisme. C'est d'une part que le moi n'est pas désexualisé, ça c'était la thèse de Jung auparavant, et de certains critiques de Freud à l'époque. Le moi est bien le lieu où la libido circule, et d'autre part, il fait la distinction que Lacan reprendra entre le moi idéal et l'idéal du moi. Le moi idéal référé au corps propre et l'idéal du moi référé au lien à l'autre et à l'identification d'un trait pris dans l'autre. Donc, il nous faut lire le moi et le ça, avec les conséquences de ça, qui est définir le moi à partir du narcissisme aussi, c'est-à-dire la façon dont la libido investit le corps propre. Et c'est ça dont Lacan se saisit au fond, à travers son stade du miroir, à travers le commentaire qu'il fait de l'agressivité, pour montrer que le moi est ici une instance de servitude imaginaire, c'est son terme, c'est-à-dire qui nous asservit à l'image, et qui est le lieu d'une passion particulière. Donc pas du tout le lieu du système rationnel, perception, conscience, etc., mais au contraire d'une passion. Le terme revient, j'ai 50 citations, on pourrait dire, de Lacan dans ce terme-là, par exemple dans l'agressivité en psychanalyse. Le carrefour structural sur la nature de l'agressivité chez l'homme, sa relation avec le formalisme de son moi et de ses objets, ce rapport érotique où l'individu se fixe à une image, c'est là l'énergie et la forme d'où s'origine cette organisation passionnelle qu'il appellera son moi. Donc une organisation passionnelle, érotique, aliénante. C'est pas du tout l'idée d'une unité pleine qui donnerait, comme certains l'ont interprété, par la suite une personnalité totale, une sorte de réconciliation entre le moi et l'inconscient. Mais au contraire, le lieu d'une instance imaginaire qui provoque une passion particulière, qui est à la fois une passion liée à une satisfaction, ce que Lacan appellera à l'assomption jubilatoire du stade du miroir, ce qui résout le côté incoordonné du petit enfant avant le stade du miroir, qui lui donne une unité imaginaire, mais qui en même temps est une unité qui est fondée que sur l'image de l'autre, c'est-à-dire qui est fondée sur une perte et sur la construction d'une rivalité même avec cette image même. C'est ce qui est au fond la tension érotique, indique qu'il y a au cœur même du sujet un noyau paranoïaque, une tension agressive avec l'autre qui tend vers le toi ou moi. Une rivalité fondamentale dans l'amour même que nous avons de l'image. Donc le moi ici est le lieu d'une extériorité, d'une méconnaissance, d'une servitude. Et Lacan définit même à ce moment-là la cure analytique comme s'opposant à ça, à la domination à la fin du stade du miroir, dans son texte, page 100, que vous avez des écrits par exemple, après avoir défini la servitude imaginaire, la psychanalyse, il montre bien que la servitude imaginaire va jusqu'au sentiment altruiste, c'est l'idée de rendre service à l'autre. Il montre l'agressivité qui sous-tend l'action du philanthrope, du pédagogue, du réformateur, etc. À l'inverse, la psychanalyse accompagne le patient jusqu'à la limite extatique du tu es cela,
Le QSELA, ça répond au le moi de DLG de ça aussi, dont on parlait tout à l'heure. QSELA, c'est-à-dire la construction que le symbolique permet de cerner la jouissance du cela du sujet. Et qui suppose donc qu'on aille au-delà de la servitude imaginaire et de la relation agressive du moi à toi. Donc l'appui de Freud, de Lacan sur Freud, qu'on retrouve, se retrouve dans la question de la clinique de la psychose, c'est ce que j'ai laissé entendre dans l'ouverture. Et en particulier parce que déjà à l'époque, je vais vous lire un passage de la question préliminaire, donc 546, comment était interprété, ça permet de comprendre quelle place la psychanalyse peut faire à la psychose, à l'époque. Donc, quand Lacan écrit le traitement possible de la psychose, 58, les psychanalystes en sont réduits, il parle à ce moment-là des post-freudiens, pour définir le clivage minimal bien exigible entre la névrose et la psychose, à s'en remettre à la responsabilité d'un moi à l'endroit de la réalité. Donc voilà le critère qui, à l'époque, était pensé comme distinction névrose-psychose. Et dont la conséquence était qu'il n'y avait pas de pratique possible avec les psychotiques. C'est ce que Lacan rajoute d'ailleurs, il le fait noter, il le note aussitôt dans la page suivante. Madame McAlpine résume une position bien conforme au génie qui se déploie présent dans la psychanalyse. Les psychanalystes s'affirment en état de guérir la psychose, dans tous les cas où il ne s'agit pas d'une psychose. C'est-à-dire, la conséquence est en effet radicale, et la pratique avec les psychotiques est empêchée dans la mesure où on considère qu'ils n'ont pas le moi qui serait le garant de la réalité commune minimale. Et ça, il ne faut pas croire que ça a disparu complètement. Puisque aujourd'hui encore, les choses sont examinées sous la modalité de dire il n'y a pas vraiment une psychanalyse possible avec les psychotiques, il faut inventer des pratiques diverses et variées, de psychothérapie plus ou moins adaptée dans la technique, etc. Comme si la question était une question de technique et non pas fondamentalement de savoir qu'est-ce que c'est que le sujet. Et le sujet, qu'il soit psychotique ou pas. Et d'autre part, cette position n'est pas freudienne non plus, parce que je vous rappelle quand même que le moi comme garant de la réalité, Freud l'a critiqué une autre fois de façon magistrale, c'est dans son article sur la perte de la réalité, en 1926, qui se termine sur le fait de dire c'est pas ce qui distingue la névrose et la psychose. Les névrosés et les psychotiques, du point de vue de la réalité, sont bien dans la même position, rien vous devez savoir. Ce qui les distingue, c'est ce qui s'y substitue, soit le fantasme, soit le délire. Là, c'est vraiment impeccable, je trouve, comme logique, et qui nous montre bien une fois de plus qu'on ne peut pas prendre le moi comme garant de la réalité, puisqu'il est aussi bien aliéné dans les divers cas de la vie. Alors, les conclusions que Lacan en tire, vous les connaissez à cette époque-là, sur cette question, si on a pris le moi du côté de l'image, c'est-à-dire du rapport de moi et de l'autre, c'est que dans la psychose, lorsque le nom du père ne fonctionne pas, l'image se retrouve en quelque sorte réduite à son tranchant mortel. Que ce soit la dimension de l'affrontement, de la rivalité dans la paranoïa, ou même plus, la perte même de la forme. Et Schreber vient donner consistance à ce moment-là bien entendu à cet exemple. Par exemple, évidemment je me suis trompé de page, mais je vais vous le retrouver quand même. Bon, que je me suis trompé, mais vous avez ça dans le... Donc il y a, lorsque Lacan dans le séminaire 3 met l'accent sur la perte de l'unité de la forme, à propos du moment où Schreber voit les hommes baqués à la 6-4-2. Les hommes baqués à la 6-4-2, ça veut dire que l'unité même du corps, comme image qui donne la permanence de l'image de soi, est perdue, l'unité de la forme. Lacan insistera beaucoup jusqu'à la fin de son enseignement sur cette question de la bonne forme. Pourquoi nous sommes passionnés par l'image? Parce que nous avons un amour de la bonne forme.
qui vient en quelque sorte voiler que le fait que l'humain n'est pas vraiment fait d'une bonne forme. C'est l'amour de la sphère, si vous voulez, qui voile que le sujet n'est pas sphérique du tout. Et donc, on retrouve les diverses modalités de la perte de cette unité lorsque la fonction symbolique ne permet pas de dépasser l'affrontement imaginaire à prime. Donc, dans les hommes bâclés à la 642, dans l'exemple du cadavre lépreux transportant un autre cadavre lépreux que nous avons à la page 368 des écrits, donc dans le traitement dans le préliminaire à tout traitement possible de la psychose, d'où le portrait fidèle que les voix, donneur de lui-même que d'un cadavre lépreux conduisant un autre cadavre lépreux. Il faut en convenir, l'identité qui s'est réduite à la confrontation à son double psychique, mais qui en outre, en battant la régression du sujet, non pas génétique mais topique au stade du miroir, pour autant que la relation à l'autre spéculaire s'y réduit à son tranchant mortel. Donc nous avons là un exemple radical dans le cas de Schreber. D'une part, les hommes bâclés à la 642 comme perte de l'unité de l'image, et d'autre part, plus radical encore, le cadavre lépreux transportant un cadavre lépreux, et il ne reste plus que le sujet comme il était déjà mort, c'est le point sur lequel Lacan insiste, et dans lequel il n'y a pas d'au-delà que permet la construction, l'au-delà de l'image que permet la construction symbolique. Je crois qu'on a donc là ici quelques conséquences, il me semble, très rigoureuses, que Lacan prend de l'étude du moi chez Freud, conséquences cliniques, conséquences pour la cure elle-même, puisqu'en effet c'est pas pareil de se repérer sur le moi comme garant de la réalité devant dominer le ça, ou de se repérer sur les avatars imaginaires du moi comme passion de l'image. Et la dimension passionnelle sur laquelle Lacan insiste me semble très importante. Elle explique pourquoi les hommes ont de tout temps tant aimé leur image et pourquoi l'atteinte à l'image est une problématique clinique extrêmement douloureuse. Je crois qu'on a donc là une logique, il me semble, qui porte à la fois sur la distinction clinique, comment ne pas se servir du repérage du moi comme garant de la réalité, comme repère dans notre clinique, c'est un faux repère. Je peux vous donner un dernier exemple. J'ai eu récemment un patient qui est un psychotique extrêmement, il faut bien le dire, très fou, et qui arrive à faire des crises qui l'obligent à aller faire quelques petits tours à l'hôpital. Et récemment, il se retrouve à la suite d'une crise hospitalisé en urgence avec un délire majeur. Et le médecin qui s'occupe de lui m'appelle en me disant oui, il a un plein délire, mais il a parlé de vous, donc on va savoir ce que vous en pensez, etc. On discute du cas, et en effet, on voyait bien la logique de son délire apparu. Et je demande au médecin, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir le faire sortir bientôt? Et il me répond, nous ne pouvons pas le faire sortir car il ne critique pas son délire. Et ça, c'est le point très frappant, je trouve, du repérage d'une certaine psychiatrie aujourd'hui, qui a été sans doute formulée aussi dans les termes qu'on a vus tout à l'heure sur le rapport à la réalité, de supposer que le traitement des psychotiques consisterait à s'appuyer sur ce qui resterait du moi garant de la réalité pour qu'il critique la part folle du sujet. Pas du tout ce que fait Freud, puisque Freud, quand il commente Schreber, dit que c'est le délire lui-même qui est thérapeutique, le délire comme tentative mécanisme. Donc là, au contraire, c'était, puisque le sujet n'a pas un moi suffisamment construit pour dire, quand même, je délire, je déconne là, hein, eh bien, on ne peut pas le laisser sortir. Il a peut-être raison dans la pratique, hein, je ne critique pas la mesure pragmatique. Il essaie de montrer comment la position de Freud par rapport au moi et à la fonction du délire nous donne un repère, il me semble, beaucoup plus juste quant à la fonction du délire dans la psychose et dans la dimension thérapeutique ou pas, qu'il en est possible. Voilà, on va faire encore beaucoup d'autres commentaires, mais on peut discuter avec tout ça. L'occasion de reprendre
si dans la salle il y a des commentaires qui vont surgir. Alors Alexandre a réussi à donner la consistance à cette notion du moi freudien. Et Jacques a pu traduire ça en termes de passion de l'image dans la lecture lacanienne. Alors je dis que donner consistance à cette notion du moi, parce que c'est pas facile de donner consistance à ce moi freudien. J'avais parlé au début de guerre civile, et le problème c'est que le moi, il est le représentant de toutes les parties ennemies. Donc il est le représentant de la réalité, il est le représentant du ça, il est le représentant du surmoi, et tel point qu'il finit par perdre la consistance, il se morcelle un peu, il devient une espèce de signifiant flottant qui devient presque difficile à pouvoir utiliser. Bon, il dit aussi qu'il parle beaucoup de l'idéal et de la formation d'idéal, de l'idéal du moi, et toute une série de synonymes pour parler de cette formation idéale, qui serait aussi une partie du moi. Alors là, ça peut devenir beaucoup plus intéressant, à tel point qu'on a l'impression qu'à certains moments, la formation, cette formation d'idéal prend la vedette du moi. Il occupe une place extrêmement importante. Donc Lacan, lui, il va traduire un peu, il va interpréter ce moi freudien d'une façon très intéressante, parce qu'on pourrait s'attendre qu'il fasse avec le moi ce qu'il a fait avec le mot tri, critiquer la traduction. C'est-à-dire, c'est pas l'instinct, c'est l'impulsion. Parce qu'il pourrait faire cette critique qui serait facile, puisque ir, c'est le jeu. Le moi, ça serait le mir. Lacan, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approprie de cette mauvaise traduction, disons, du ir, et il le transforme en un deuxième concept. Alors, il dédouble le concept du jeu et le concept du moi, celui qui va devenir le sujet et celui qui va être une espèce de conscience réflexive du sujet. Puisque ce qui est le plus propre du moi freudien, comme vous l'avez dit, c'est ce noyau perception-conscience, qui serait une conscience perceptive, tandis que pour Lacan, ça devient une conscience réflexive, dans la mesure où le sujet, il essaye de créer une image de ce qui n'a pas d'image, qui est le sujet propre. À tel point que Lacan va dire qu'à un certain moment, là, dans le séminaire 3, il dit que le moi, c'est la moitié du sujet. Et l'autre moitié, il le place plutôt du côté de l'idéal. Alors, cette formation d'idéal, j'aimerais vous entendre parler encore un peu, tous les deux, de ça. Freud, il décrit un peu comment s'est développée cette formation d'idéal. Bon, il a commencé à parler de ça dans le narcissisme en 1914, il a développé dans la psychologie des fous, la psychologie des masses, peu avant ce texte ici. Et ici, il commence à prendre un nouveau ton, un nouveau accent qui va dans la direction du surmoi. Alors, il dit, bon, mes opposants, mes critiques, ils disaient toujours que je parlais de la partie inférieure de l'être humain, de tout ce qui est inférieur de l'être humain, et que je ne parle pas de ce qui est supérieur. Alors, vous voulez que je parle du supérieur, je vais parler. Ce qui est de supérieur chez l'être humain, ce qui est moral, ce qui est le bien, ce qui est le sublime, eh bien, c'est l'idéal du moi. Alors, le problème, c'est que cet idéal du moi, il se tourne contre le sujet,
commence à reprocher le sujet qui n'est pas assez bien. Il commence à être dur. Il commence à être... Il y a toute une série de mots là que j'ai repérés à un certain moment. Il traite le sujet avec dureté, sévérité, rage, violence, cruauté, sadisme. Il devient un tyran. Il devient un tyran qui peut pousser le sujet vers la mort. Alors, lorsqu'on voit tout ce qui est de supérieur dans l'être humain peut faire, on se dit vivement tout ce qui était inférieur, dans le cas d'Ora, avec ses histoires de trahison et de mensonges, c'est quand même plus agréable que ce côté supérieur. Alors, la question que j'aimerais vous poser, Lacan, il parle un peu ici déjà du déchet. Le déchet va devenir une notion très importante chez Lacan, surtout dans la fin de son œuvre. Dans quelle mesure cette notion du déchet pourrait être une espèce d'anti-idéal qui ferait un contrepoint à l'idéal. Tout ça englobé par cette instance critique qui sépare le bien du mal, qui sépare l'idéal du déchet, et que justement dans la clinique, le sujet il peut s'identifier, ou il peut se mettre, ou il peut se superposer soit à l'idéal, dans un moment paranoïaque, ou dans un moment maniaque, ou soit au déchet, dans le cadre de mélancolie. Ou est-ce que le déchet, finalement, il extrapole cette instance critique? Alors, je ne sais pas si vous voulez déjà reprendre la parole ou si vous voulez... J'ai aussi une petite question. En fait, par rapport à... Je trouvais ça tout à fait passionnant et très éclairant sur la manière de poser les questions. Je voulais relever, en tout cas, de l'exposé Alexandre Basqueveux, quand vous parlez effectivement des instances, en fait, la bagarre des instances, comme dit la querelle des instants. En fait, cette notion qu'il s'agit d'une logique. En fait, ce que dit Freud, à un moment, il parle d'un lieu psychique. Et Lacan va en faire, effectivement, une topologie. Alors, moi, j'aimerais bien vous avoir un tout petit peu développé là-dessus, mais je trouve vraiment très important. Et l'autre question, c'est la question qu'a soulevée Jacques Bory par rapport au traitement de la psychose par Lacan. C'est vrai que Lacan fait sa thèse, d'abord, sur la psychose. On dit que Lacan arrive à la psychanalyse par la psychose, alors que Freud, c'est par la névrose. Et il y a ce moment, en fait, que va citer... Ouais, d'abord, bon, c'est vrai que là, cette année, on va fêter les 30 ans en fait, de la mort de Lacan. Et est-ce que cette question de la psychose et du traitement de la psychose, c'est vraiment ce que Lacan a trouvé, a pu en fait s'arranger pour que les fous ne soient plus à l'asile, d'une certaine manière. Il a écouté les psychologues. Et je me posais la question de cette idée, en fait, de l'historisation. En fait, dans la psychose, il n'y a pas d'historisation. Et le fait qu'il y ait cette... En fait, il n'y a pas de fantasme, il n'y a pas de possibilité de fantasme. Alors, en même temps, je trouvais qu'il y avait deux phrases à mettre en rapport que je trouvais passionnantes. En fait, il dit, dans ce séminaire, il dit « n'est pas fou qui veut ». Et aujourd'hui, on dit, Jacques-Alain Miller dit tout le monde délire. Alors, ce paradoxe, en fait, de cette paranoïa et la cure paranoïa dirigée, on est tous fous, on ne déclenche pas. J'aimerais juste vous entendre un peu plus sur les cas cliniques, parce que c'est vrai que... Lacan peut poser une question ou Oui. on peut aller On voulait déjà répondre. bien cette eau. Non, mais bavardons, je trouve que c'est bien aussi. On ne va pas répondre Alors, systématiquement à toutes les questions. Passons aux questions de la salle. Alors, Circulons. Sven
m'intéresse ce qui n'est pas à moi. Voilà la loi de l'homme, loi de l'anthropophage. Voilà, ça c'est une phrase du manifeste anthropophage fait par Oswald Andrade en 1928 dans la semaine, enfin après le mouvement moderniste du Brésil. Et cette phrase, il la date à l'année 374 de la dévoration de l'évêque Sardine, les Sardines en français. Bien sûr, son bateau a échoué, c'est le premier évêque envoyé par les Portugais au Brésil. Et son bateau a fait naufrage et les Indiens ont trouvé la fait objet d'un repas cannibale. Alors, Lacan fait un commentaire dans le séminaire 3 des psychoses, dans la troisième leçon. Il y a l'autre et la psychose, l'autre mais avec grand A. Le sujet humain désirant se constitue autour d'un centre qui est l'autre en train qui lui donne son unité, l'unité du mal, je pense. Et le premier abord qu'il a de l'objet, c'est en tant qu'objet du désir de l'autre. C'est là défini à l'intérieur du rapport de la parole quelque chose qui provient d'une autre origine. Une altérité primitive est incluse dans l'objet en tant qu'il est primitivement objet de rivalité, de concurrence. Il n'intéresse qu'en tant qu'objet du désir de l'autre. C'est ce qu'il dit Lacan qui m'a fait penser à cette phrase « Seul m'intéresse ce qui n'est pas à moi ». Mais la question qui pose Lacan dans le séminaire suivant, dans le séminaire 4, que nous avons abordé avec Lucas Sarah et la narcissisme de l'animation d'objet, c'est une question qu'il pose Lacan, mais qui après il dit expliquer, mais que je n'ai pas suivi son explication, c'est qu'est-ce qui permet de savoir si la notion moi non moi, donc c'est quelque chose de très basique, entre d'abord par l'image de l'autre ou par ce qui est possédable. Voilà cette question que pose Lacan dans le séminaire 4, dont je trouve que ça me laisse le faire clair. C'est par l'image ou parce qu'il est possédable dans le sens de Mélanie Klein, l'objet introjecté. Alors on réintroduit l'objet grâce à Lacan. Est-ce que tu peux prendre la parole avec ça? Oui, je veux. Donc disons, oui, moi, non, moi. D'abord, seul m'intéresse ce qui n'est pas à moi. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est vrai, remarquez, c'est souvent vrai. Mais est-ce que c'est vrai si on ne le complète pas? Est-ce qu'on est vraiment intéressé par des choses qui ne sont pas à soi s'il n'y en a pas au moins un autre qui désire la même chose? Et donc est-ce que cette phrase que je trouve intéressante que vous amenez, qui n'est pas... C'est une phrase d'un mouvement littéraire. Non, j'entends bien, Il a été traduit par Paul Siquier, notre collègue. Très bien, non, mais c'est une phrase qui vient d'un mouvement littéraire qui a toute sa valeur. Au fond, je me dis, du point de vue psychanalytique, on est tenté de la prolonger en disant, et alors j'y adhère tout à fait, seul m'intéresse ce qui n'est pas à moi et qu'un autre désire. Parce qu'au fond, la constitution du désir, c'est ça. Et là, on voit la constitution dans cette phrase, à condition de la compléter un peu. On voit la constitution du désir par le désir de l'autre et par l'objet de l'autre. L'objet perdu, radicalement perdu depuis toujours, le sein, etc. Cet objet perdu, je vais le chercher, il n'est pas trouvable. Mais à la place, se substituent les objets de l'autre. Les objets que l'autre désire. Et donc, alors, sur la question du moi, non, moi, ça n'est pas l'image qui distingue, semble-t-il, puisqu'au contraire, l'image fait que moi, je suis l'autre. N'est-ce pas? Le moi, comment se constitue le moi? C'est d'ailleurs présent, une petite touche, je ne retrouverai pas en 2 secondes, mais une petite phrase chez Lacan, chez Freud, pardon, qui m'a fait penser au stade du miroir. Mais le stade du miroir, c'est quand même que je ne constitue mon moi que dès lors, que sur l'image de l'autre, pour peu que j'y retrouve une part de mes objets. Dit Lacan dans
dans un texte que j'ai commenté récemment. Alors, je crois que c'est la question préliminaire. Mais donc, la question de l'objet y est présente. Mais la constitution du moi, c'est quand même l'autre. Et la preuve, c'est qu'après tout, on prend toujours l'autre pour soi. On se comprend. Ça veut dire que vraiment, on croit que l'autre pense comme soi. C'est la première réaction universelle devant tout événement qui se passe. Et donc c'est à ça que Lacan dit, il ne faut pas comprendre trop vite. De la distinction moi-non-moi ne me semble pas venir de l'image. Au contraire, l'image peut-être propose la confusion moi-non-moi, de l'autre et de moi, qui fait justement tout le côté des méconnaissances où on reste, en pensant qu'on sait que l'autre est autre, alors que, en pensant qu'on sait ce que pense l'autre, alors qu'en fait c'est juste ce qu'on pense soi. Est-ce que c'est dans les psychoses ou dans une présentation de malade où j'ai lu justement où Lacan dit méfiez-vous du patient qui vient et qui vous dit vous comprenez. Vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire. Là, il vaut mieux répondre pas du tout. Voilà. Précisez-moi ça. Et ça qu'on comprend, on n'y est pas, justement. Non, ça, Et l'accès à l'autre, il est voilé, comme l'a appelé Jacques, il est voilé soit par le fantasme, soit par le désir. Alors cette phrase aussi elle devrait être interprétée selon les structures. Je veux juste terminer là-dessus. Par contre, il me semble que sur la question de la distinction moi-non-moi, quelque chose se constitue beaucoup plus, de façon fondamentale pour le sujet, sur le côté « c'est à moi ». Non, parce qu'il est possédable. Par le possédable est peut-être plus, Oui. par le jugement d'attribution. L'attribution. Le jugement d'attribution, oui, le « c'est à moi » ne relève pas nécessairement de l'objet possédable. Là, je renvoie au texte sur le jugement d'attribution, le jugement d'existence. Je peux dire un mot? Je ne vais pas répondre à la question de Marlène Bellidos sur le traitement de la psychose, parce qu'évidemment, je pense que ce que Lacan a apporté là-dessus est essentiel, mais vraiment pour répondre à ça, il faudrait des heures, hein, c'est complexe. Notant que l'article auquel on a fait référence, question préliminaire à tout traitement possible. Ce n'est pas centré sur le traitement, c'est concentré sur à quelles conditions le traitement serait possible. D'où l'intérêt, parce qu'à l'époque, on s'intéressait au traitement de la psychose, justement, sous la forme de substituts maternels. On avait l'idée que c'était les mères, les pères étaient absents, les mères étaient coupables, donc il fallait trouver des bonnes mères à la place des mauvaises mères, et c'est ce qui s'est développé pas mal à une époque, avant que Lacan intervienne, pour dire que la question est dans la langue elle-même. Ce n'est pas une question du personnage paternel ou maternel. Bon, ça c'est simplement l'apport de Lacan au traitement de la psychose, ça mériterait 15 conférences. Hein. Donc, on ne va pas y répondre là-dessus. Mais je voudrais juste rebondir sur la question du déchet de l'idéal. Ça me semble très important. Parce que, d'ailleurs, dans le texte de Freud, il y a un petit truc là-dessus. Quand il dit « Les représentations de mots sont des restes mnésiques ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la construction de l'inconscient se fait à partir des déchets de la langue. Les parents ont parlé, on a parlé autour de nous avant qu'on naisse, on a parlé autour de nous, on est tombé dans un bain de langage, eh bien il y a des restes. Pourquoi est-ce qu'on se souvient de telle phrase plutôt que de telle autre, de tel mot isolé plutôt que d'un autre? Eh bien le sujet va construire l'inconscient à partir de ces restes. C'est en quelque sorte ces débris, ces déchets de la langue elle-même. L'inconscient, c'est une construction, une élucubration, dirait Lacan, sur les déchets, sur les restes. Et Lacan le reprend d'ailleurs dans un de ses textes les plus difficiles, son dernier enseignement, qui est l'étourdi, où il commence à dire que la psychanalyse part des miettes. Des miettes, c'est-à-dire des petits bouts. On a mangé et il reste des reliefs du repas. On a parlé, on a aimé, et de tout ça, il y a des débris, et les sujets, c'est ceux qui se nourrissent des restes de l'autre. Et avec ça, ils construisent par l'inconscient du sens, des explications, des interprétations, etc. Je crois que c'est important. Freud dit dans le texte,
les représentations de mots sont construites à partir des restes mnésiques, ils sont descendants de l'acoustique, dit-il. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait eu qu'on ait parlé. Je ne dis pas qu'on a compris ce que ça veut dire, hein, on ait parlé. C'est-à-dire qu'il y a des mots, et pourquoi est-ce qu'on va choisir dans sa vie d'isoler tel mot que ma mère m'a dit tel jour, plutôt qu'un autre? Ça, c'est le sujet. Qui extrait des débris de la langue vivante, qui a été parlé par des sujets vivants, passionnés, aimants, désirants, et qui, avec ces restes-là, bricole son propre inconscient. Je crois que ça va contre l'idéal, parce que justement, ça fait donner comme base au sujet, non pas ce qui est déjà dans l'autre comme idéal, mais comme reste. C'est pas du tout la même chose. Et je crois que c'est, au fond, Lacan ira jusqu'à dire qu'au fond, c'est le psychanalyste lui-même qui doit se penser comme un déchet pour pouvoir traiter ça. Mais bon, ça nécessiterait quelques explications supplémentaires. Mais je trouve que ça me fait penser, c'est pas sans lien avec le texte même de Freud, il me semble, où il insiste sur cette question des restes des choses vues ou entendues. Le fantasme aussi se construit bien, on voit bien avec le Vaudou, par exemple, comment le fantasme s'est construit à partir d'une scène supposée avoir été vue, la position de la bonne, enfin tous ces trucs, et il a construire son mode de jouir à partir d'un détail absolument trivial. Et c'est ça qui nous intéresse en psychanalyse, c'est comment on accommode les restes. Mais oui, c'est de la cuisine élaborée, mais c'est un peu ça, quoi. Bonne. Oui, si on peut. Et je trouve que c'est à quoi me faisait penser la déposition de l'échelle idéale. Il parlait aussi du fait que l'idéal parle et que l'idéal peut parler sous forme aussi d'hallucination. Bien sûr, ça peut aussi revenir. C'est sûr, mais moi j'insisterai plutôt sur ce qu'a dit Alexandre, c'est-à-dire que lorsque les voix s'imposent au psychotique, c'est quand même le surmoi comme trognon de la parole. C'est un terme qu'utilise Lacan, un surmoi primaire qui n'est pas construit sur le modèle du nom du père, justement, qui est secondaire à ça, qui suppose une incorporation primaire d'un vouloir dire, vouloir jouir, d'un pur vouloir. Et je crois que c'est très différent. Le surmoi, ça se réduit au tu dois. Alors, à l'époque où on avait des interdits, c'était tu dois pas te masturber, tu dois être sage, enfin tous les interdits que la société a transmis. Maintenant, où on ne sait plus où ils sont, puisque tout est permis, le sujet, croit-on, hein, au sujet moderne, qu'est-ce qui reste? Ben, ce qu'on nous dit tous les jours, c'est qu'il faut jouir. Et c'est plus interdit, c'est obligatoire. Mais ça ne s'est pas amélioré quand même. Je vais faire une remarque à partir des questions que posait Renato tout à l'heure. Donc le moi guerre civile. C'est vrai, donc moi j'ai essayé d'y mettre un peu d'ordre, hein, mais c'est vrai qu'il y a un côté très guerre civile dans l'affaire, au sens où le moi est un peu, j'ai dit comment il était plongé en même temps dans le sale, sur moi. Donc évidemment, il y a un mouvement, on s'y perd un peu. Alors Freud, il articule d'une manière comme une logique, il ne peut pas s'empêcher, n'est-ce pas, de montrer les liens qui se passent. Néanmoins, on a une typologie beaucoup plus claire à partir du moment où Lacan sépare le sujet et le moi. Ça, c'est même la grande opération lacanienne logique sur ce texte. C'est une séparation entre le sujet, que d'ailleurs on peut nuancer entre sujet du vouloir dire, le sujet plutôt. Vouloir dire, c'est beaucoup trop, c'est un vouloir dire après coup, un sujet comme déduit du signifiant, ou comme sujet de la jouissance, d'autre part, quand on parle aussi. Et le moi, d'autre part, qui est alors l'instance de l'image. Une fois que ce clivage-là est fait, de l'image et aussi bien donc des images toutes faites dans sa tête, c'est-à-dire de comment on pense que l'autre pense, etc. C'est des préjugés. Les préjugés, c'est des images. Et donc ça, je trouve, c'est un effet important de situer qu'il y a quelque chose qui reste brouillon du moi dans ce texte, plutôt qu'il reste dans un certain brouillard dans ce texte, du fait que Freud n'arrive pas à extraire tout à fait ce moi structural inconscient. Il essaie vraiment de donner une précision, et on a l'impression que Lacan l'a sauvé en prenant le ir et en mettant du côté du sujet. Et pas de l'objet, parce que le moi peut être considéré comme un objet, et l'objet, dans le cas, c'est l'objet, le sujet qui devient objet du sujet, l'image. Dès le premier texte de Lacan là-dessus, c'est bien
sur le stade du miroir, Lacan, c'est constitutif du moi, et en même temps, il évoque le « i », n'est-ce pas, le « je ». Il traduit en français, non pas par sujet de l'inconscient, mais avec un grand « je », un grand « j » du « je ». Bon, ça, c'est première chose. Deuxième chose, sur votre remarque sur les idéaux, moi, il y a quelque chose qui me laisse, au fond, toujours dans une certaine perplexité par rapport à ce texte de Freud, c'est qu'il égalise, dans ce texte, il identifie idéal du moi et surmoi. Il dit l'idéal du moi, c'est-à-dire le surmoi. À deux endroits, il met l'idéal du moi entre parenthèses se surgroupe ici, le moi et le surmoi entre parenthèses, l'idéal du moi. Donc, comme si c'était des synonymes, voilà, c'est là que je dis que ça prend des accents différents, voilà. Parce qu'il y a des moments où il laisse tomber l'idéal du moi, il parle du surmoi, d'autres moments il revient avec et finalement, c'est pas par hasard, voilà. Si on remarque. Voilà, c'est pas par hasard, et il me semble que Lacan, encore une fois, va reprendre ça pour l'accentuer. Certes, quand on pousse un idéal trop loin, on peut tout à fait en produire un effet surnoïque, mais à la fois il y a quelque chose de différent dans l'idéal du moi qui s'extrait du complexe d'Oedipe et dans le surmoi obscène qui pousse à jouir toujours plus. Et vous avez parlé de la morale par identification, pas au papa de lorsqu'on est petit, mais on perd que Lacan il parle d'identification phallus. Voilà. Il y a un pied de page de Freud où Freud dit, je dis identification au père, ça pourrait être aussi identification à la mère, mais il y a une patiente que lorsque ça s'est passé comme identification à la mère elle était phallique. Et je crois que ça n'a pas échappé à Lacan. Et Lacan a vu que ce qui est important, ce n'est pas le père, ce n'est pas la mère, c'est la question du famille qui peut être représenté par ce père phylogénétique de la horde primitive, cruelle et... Moi, je voulais juste dire un mot sur la traduction, juste insister là-dessus, sur le fait que vous avez dit, je ne savais pas cette histoire de Marie Bonaparte avec le moi domine. Voilà, oui. de déloger de ça. Ce qu'il y a, c'est que je trouve qu'effectivement, puisqu'on en est à l'époque des traductions en ce moment, c'est le jeu advient, qui donne cette notion dynamique, un peu de fin de cure. Voilà. Tout à fait. Alors, François souhaite poser une question. Oui, je voulais puisque prendre au vol quelque chose que tu as dit, parce que ce texte, moi, ça, Alexandre, c'est vrai qu'il est très difficile. Tu peux parler plus fort, Bon, François? plus fort. Le moi et ça, c'est un texte que j'ai trouvé très difficile. Et au fond, on ne comprend pas très bien quel est le projet de Freud dans ce texte. Et si on le lit, comme je pense qu'on doit lire ces textes freudiens, surtout de ce carrefour aussi, au-delà du principe de plaisir dont je devrais faire l'exercice de parler ici, on a l'impression qu'il faut le lire non pas par rapport à ce que dit Freud, mais au cheminement de son questionnement. Or, pour moi, ce texte est un texte qu'il appelle le moi et le ça, mais qui est d'abord un texte sur l'inconscient. Et que son problème, et le problème que tu as pointé, c'est d'essayer de se dire, si j'étais Freud, comment j'écrirais cette question de la part inconsciente du moi? Parce qu'en fait, il a une certaine tendance dans ce texte qui a été prise, comme vous l'avez dit tous les deux, par les post-freudiens, d'en faire une instance de maîtrise, de conquête du ça, mais en même temps, le moi est une instance imaginaire, laurente, finalement, là aussi, inconsciente, qui crée des formations, des déformations, enfin, c'est présent. Et puis après, quand il a mis en place cette part inconsciente du moi, il finit par plus du tout arriver à saisir cette inconscience. C'est pour ça que ça se termine, non, ça se commence, mais par une note, la fameuse note tout au début, qui est très étrange, puisqu'il dit il y a trois inconscients. Alors, si tu lis cette note, il faut la lire en allemand. Au bout d'un moment, tu ne comprends plus pourquoi il y en a trois. Parce qu'il y en a un premier, qui n'est pas un inconscient, qui est un préconscient, que lui appelle unbemerkt. C'est-à-dire qu'il n'est pas, alors en français, ça passe inaperçu, c'est le cas de le dire, parce qu'ils disent l'inaperçu. Mais unbemerkt, c'est un mot construit comme unbewusst,
Sauf d'un côté, c'est Bemerkt, et puis de l'autre côté, c'est Bewusst, qui met en jeu un savoir. Puis après, il y a un deuxième inconscient, bon, qui est celui produit par le refoulement, l'inconscient dynamique, comme tu as dit. Et puis, il y a un troisième inconscient qui pose là comme une espèce de révolution. Hein. Troisième inconscient, alors qu'il serait, puisqu'il dit tout ce qui est, il avait déjà dit en 1915, tout ce qui est inconscient, tout ce qui est refoulé est inconscient, mais tout ce qui est inconscient n'est pas refoulé. Et il dit un mécanisme là que je n'arrive pas à saisir, enfin, pour expliquer ce troisième inconscient. Donc en fait, il fait éclater complètement, enfin, il y a quelque chose d'impossible à saisir dans cette fonction de l'heure, cette fonction de méconnaissance qui loge, finalement, il trouve lui-même sa notion d'inconscient qui lui fait complètement, de sa notion de moi, pardon, qui lui fait complètement éclater la notion d'inconscient, hein, qui commence à patiner dans cette idée. À partir de là, je me disais, bon, quand même, en lisant ça, en se disant qu'on est Freud, qu'est-ce qu'il est venu mettre avec ce ça? Parce qu'on avait eu une fois un colloque avec la cause freudienne, l'inconscient et le ça. Mais on n'est pas très... Enfin, je veux dire, je trouve que si on me mettait sous pain total pour me dire de me faire maintenant un cours sur le ça, à part citer comment ça survient, hein, c'est-à-dire qu'il a fait un tour de passe-passe, là c'est perdu. C'est-à-dire si vous écrivez ce texte, comme Freud l'écrit, vous êtes perdu dans la logique, dans la construction, dans l'écriture. Et que là, bon, tout à coup, il met ça en jeu. Donc je trouve très intéressant la façon dont tu as tout de suite pointé ce moi inconscient structural qui, au fond, alors bon, tu as l'air de dire que dans ce séminaire de 80, vous en discutiez comme le sujet, enfin, une superposition, c'est-à-dire déjà l'éclatement à l'intérieur de la conception du moi, de la notion du moi. Oui, c'est le souvenir que j'ai de ce séminaire. En effet, ça m'avait beaucoup marqué à l'époque, parce que je trouve ce texte, je le trouvais déjà très difficile, je le trouve toujours très difficile d'ailleurs, parce qu'il y a une certaine confusion interne au texte, si tu veux, qu'on ne peut comprendre que par l'exigence de Freud d'arriver à résoudre la question de l'inconscient après l'invention de la pulsion de mort, ce qui quand même complique beaucoup les choses. Exactement. Et qui s'est imposé à lui par un certain nombre de rencontres cliniques, donc ça s'est imposé. Si c'était un système construit, il n'aurait pas eu besoin. Mais la clinique lui a imposé la pulsion de mort, et à partir de là, ça lui a fait une difficulté incontestable, puisqu'il n'y a plus le moteur du principe de plaisir. C'est ça qui est perdu dans l'affaire. Et à partir de ce moment-là, bon, on a ce texte qui est complexe, et au fond, moi, ça m'avait beaucoup éclairé d'entendre, je pense que c'est Jacques Lamillière, et je pense que c'est bien à ce séminaire d'idées-là, proposer qu'au fond, ce moi, cette part inconsciente du moi, en quelque sorte, c'est ce dont Lacan va faire le sujet. Et ça me paraît éclairant, si tu veux, et pas tellement contestable. Bien sûr, on peut dire que c'est pas tout à fait ça, c'est juste, mais il y a quand même une manière dont Lacan a tranché là-dedans, en séparant les os entre le moi, conscient, sans être tout à fait conscient de ce qu'il est, c'est-à-dire préconscient, au fond, flottant par ailleurs, imaginaire, en même temps important dans la structuration du narcissisme du sujet, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de produire des sujets non plus sans moi au bout de l'analyse, sans narcissisme. On produirait des morts vivants. Enfin, je veux dire, il faut saisir que le moi a son importance en même temps du côté, en effet, du sentiment narcissique, de l'image du corps, etc. Néanmoins, ça n'est pas ce qui est aux commandes de l'appareil psychique du sujet. Pour Lacan, c'est ça qui est évident. Et c'est ça qu'il arrive à faire opérer là-dessus. Mais c'est ce que Freud dit ici aussi, n'est-ce pas? Il n'est pas, je l'avais dit tout à l'heure la phrase exacte, il ne domine pas l'appareil psychique. Et au fond, c'est la même chose à ce moment-là. Et néanmoins, toute une pente du texte, dans la mesure où ça reste un texte difficile, a pu être compris comme, oui d'accord, il dit ça, mais quand même, le moi doit à la fin arriver à dominer le ça, etc. Donc on comprend bien l'interprétation des post-freudiens, parce que faute du génie de Lacan, de faire cette relecture
des essais de psychanalyse avec Jacobson, il faut dire. C'est quand même, et avec les linguistes, avec Saussure d'abord. C'est avec ce minimum-là qu'il fait la lecture. Bien sûr, avec Roger et Gaïa, donc il situe l'autre aussi. Et donc, Saint-Lema, avec ces deux petits appareils, il soulève Freud et il en sort quelque chose qui, structurellement, tient la barre beaucoup mieux que les interprétations, alors qui apparaissent tout de suite comme ils ont compris trop vite, imaginairement, ils se sont noyés dans le moi. Alors que Lacan les a tranchés. En cela, ce serait vraiment une lecture de Freud, parce qu'en fait, il a lu les conséquences du système qu'il essaye de construire, puisque, bon, au fond, au-delà du principe de plaisir, il a vu l'échec du principe de plaisir, il a mesuré cliniquement la compulsion de répétition, la réaction thérapeutique négative, il a voulu en mettre un fondement biologique. Il a dit, on ne peut pas. Bon, on en parlera quand on parlera de ça, ici. On ne peut pas, c'est un échec. Je spécule. Je laisse tomber et je spécule. Puis là, il part dans une spéculation et que de nouveau, enfin, il retrouve cette pente où, en fait, tout en construisant ce système qui pourrait être formidable, enfin, de servir à tout, bon, il balance normalement, à ce moment-là, on balance l'inconscient, puisqu'on remplace par les mécanismes de défense du moi. La formation type égo-psychologie, c'est créer des moi forts, et en même temps, on voit que Lacan est attentif à la lecture que tu fais toi, et qu'il répercutait. Oui, il prépare quand même l'arrivée un peu de ces mécanismes de défense qui seraient presque des instruments là dans cette métaphore cavalière par rapport au cheval. On voit que finalement c'est le cheval qui mène le cavalier. Et le cavalier il essaye un peu de mener à droite, à gauche, mais c'est le cheval qui mène. Et d'ailleurs, tout à la fin, le texte se termine par rapport au ça, où il dit qu'à l'intérieur, le ça, il est constitué de cet équilibre et déséquilibre entre Eros et pulsion de mort. Mais Freud est presque... il donne une tonalité lacanienne là, lorsqu'il dit « mais c'est la pulsion de mort qui domine ». Même si peut-être je n'évalue pas correctement le potentiel d'Eros et mène l'élimination. À mon avis, enfin, en vous écoutant, c'est pas facile en effet ce texte, mais il me semble que c'est au fond une tentative de traiter le problème qui est la conséquence de l'apparition de la pulsion de mort en 1920 sur l'inconscient lui-même. C'est-à-dire qu'on ne peut plus penser l'inconscient en termes de principe de plaisir qui produit un équilibre, une homéostase. Quelque chose déborde toujours. Il y a un trop, c'est pour ça qu'il va jusqu'à dire le surmoi qu'une pure culture de la pulsion de mort. Ah, c'est formidable quand même. La pure culture, c'est-à-dire la réduction à la pureté de la langue pure, comme quelque chose. Le pur commandement. Autrement dit, on ne peut plus obtenir dans l'inconscient lui-même, qui est un principe d'équilibre, n'oublions pas. Le principe de plaisir vise à l'homéostase, et le principe de réalité, il fait pareil en 1911. Hein. Simplement, il rallonge le circuit, quoi. Eh bien, on a au contraire un principe de déséquilibre. Ça va contre l'homéostase, et c'est le concept de jouissance chez Lacan qui rend compte de ça. Et il me semble que c'est une tentative, c'est pour ça que c'est compliqué. Parce qu'on est à la fois dans un système complexe, qui a des parties, qui interfèrent, mais en même temps, c'est pas stable. Quelque chose fait que ça se déséquilibre tout le temps, parce que la langue elle-même se réduit toujours plus. Tu dois. Et ça, c'est sans fin. Donc la psychanalyse vise à quoi par rapport à ça? Elle vise à arrêter cet infini, à procurer une satisfaction, que ça fasse assez. Et non pas d'aller du côté de la pure culture de la pulsion de mort, qui est que ça suffit jamais, toujours plus. Il me semble qu'on peut entendre un peu la complexité de la chose par cette tentative de resituer les conséquences de l'introduction de l'au-delà du principe de plaisir dans la logique même de l'inconscient, comme instable. Oui, d'ailleurs, la pulsion de mort qui domine, c'est compliqué parce que c'est presque logique chez lui, c'est presque physique, c'est pas tellement de dire le mal domine, oui. C'est de dire toute pulsion est pulsion de mort. C'est-à-dire toute pulsion va vers l'inanimé, va vers le retour à l'état antérieur. Et c'est là que, au fond, le mouvement, ça a été la mise en... Parce que
c'est un binarisme pulsionnel, pulsion d'autoconservation, pulsion du moi, du sexuel, pulsion d'autoconservation, pulsion sexuelle d'abord, ensuite libido, comme tu l'as dit, libido du moi, comme l'a relevé Jacques, je crois, en passant, libido du moi, libido d'objet, et à ce moment-là, tout est libido. Donc il doit rétablir, à l'épreuve de l'échec du principe de plaisir, un truc qui fait dysfonctionner. Donc rétablir un binarisme pulsionnel, et puis c'est comme ça qu'il essaye de... Ce qui est étonnant, c'est si on avait écrit, et qu'on se prend pour Freud, excusez, mais je n'ai pas fait de paranoïa là grave, mais si on se prend pour Freud, on se dit pourquoi il n'a pas écrit ce texte sur l'inconscient, plutôt que de mettre ce moi là au milieu, alors que c'est un texte sur l'inconscient. C'est d'autant plus étonnant qu'au fond, quand il écrit ce texte sous le titre Le moi et le sein, il donne au moi, au fond, un statut un peu gonflé, et qui en même temps n'est pas extrêmement clair. Non. Et le ça, il faut bien dire, c'est totalement creux. Alors c'est ça, Le texte, ça, c'est exactement. Bon, ça, moi je me plutôt terme. cheval, Mais exactement, c'est-à-dire le moi et le ça, tu comprends pas ce que c'est le moi, tu comprends pas ce que c'est le ça. Par contre, c'est un texte extraordinaire sur l'inconscient. Oui, Et sur les limites et de la l'idée pulsion d'un moi, conscient. tu vois, Les inconscients, comme tu as dit. Le surmoi. Les inconscients. Les inconscients. Oui, mais donc, si on passe du scandale de la sexualité infantile au scandale de la pulsion de mort. C'est ça que j'ai placé. Alors bon, le temps avance. Je ne sais pas s'il y a une dernière question ou remarque. Moi, j'aurais voulu encore revenir sur lorsque Boris a parlé du moi comme lieu de la circulation de la libido, qu'on pourrait parler aussi de circulation de la récidivité, et à la fin du texte, même de l'angoisse, puisqu'il introduit l'angoisse dans la fin du texte, mais on laissera ça peut-être pour une prochaine fois. Nous vous remercions beaucoup. Merci à vous. Et puis, la prochaine fois. Alors, la prochaine fois, ça sera en mars avec Adam Price qui va nous parler du séminaire sur le désir, le séminaire 5, le 6, le séminaire 6, et Leslie Ponce qui va parler sur l'inconscient, justement, le texte de la métapsychologie. Séminaire 6, le désir et son interprétation. Et son interprétation. 18 mars. Dans cette salle.